Je m'appelle Julien, j'ai 46 ans. Ces 17 dernières années, j'ai travaillé à l'étranger, dans différents pays d'Europe, pour offrir une vie meilleure à ma femme Claire, 44 ans, et à nos 2 enfants, Thomas, 19 ans, et Léa, 17 ans. Depuis tout petit, j'ai appris que rien ne vient facilement. Mon père a abandonné ma mère quand j'avais 10 ans. Elle nous a élevés seuls, mon frère, ma sœur et moi, en nettoyant des maisons le jour et en servant dans un restaurant le soir. Elle rentrait si épuisée qu'elle pouvait à peine enlever ses chaussures. Pourtant, elle nous souriait, mettait à manger sur la table et faisait tout pour qu'on ne manque de rien. Je me suis juré que, si un jour j'avais ma propre famille, ce serait différent. Je serais présent. Je serais le père dont mes enfants seraient fiers, le mari sur qui ma femme pourrait compter. Mais la vie ne suit pas toujours nos plans. Quand Thomas est né, je travaillais encore dans un garage de moto à Marseille. C'était tout ce que je savais faire depuis mes 16 ans. Sauf que le salaire suffisait à peine pour le loyer et la crèche. Claire me disait toujours qu'on s'en sortirait, que l'amour pouvait tout porter, mais je voyais la peur dans ses yeux à la fin du mois, et ça me rongeait. Quand Léa est arrivée, les choses sont devenues encore plus dures. C'est là qu'une opportunité s'est présentée. Un poste de mécanicien de flotte à Luxembourg. Le salaire était 5 fois plus élevé, mais il y avait un prix. 6 mois loin de la maison, 1 mois de retour, et ainsi de suite. Ce n'était pas une décision facile. Après de longues discussions, Claire et moi avons conclu que ça en valait la peine. Les premières années, tout semblait aller. J'envoyais de l'argent tous les mois, j'appelais presque tous les jours, je faisais des appels vidéo avec les enfants. À chaque retour, j'apportais des cadeaux. Je réparais ce qui était cassé, je m'efforçais d'être là au maximum dans ce court laps de temps. Claire gérait tout à la maison, les comptes, l'école, les médecins, les courses, je lui faisais entièrement confiance. Les enfants avaient l'air heureux. Ils m'envoyaient des messages, me montraient leurs notes, me disaient qu'ils étaient fiers de moi. Mais après une dizaine d'années, j'ai commencé à sentir un changement. Quand je rentrais, j'avais l'impression d'être un étranger. Les enfants étaient plus silencieux. Claire toujours occupée. Mon arrivée ne semblait plus exciter personne. Je me persuadais que c'était juste le temps qui passait, que les adolescents changent, que Claire était fatiguée. Après tout, elle portait tout sur ses épaules pendant que j'étais loin. Je me sentais coupable. Je me disais que j'avais peut-être trop laissé tomber sur elle. J'ai même envisagé d'arrêter ce travail à l'étranger, mais le coût de la vie était trop élevé, et je voulais assurer les études des enfants. J'avais un plan, encore 5 ans, économiser assez, rentrer pour de bon et vivre comme une vraie famille. C'est ce qui me faisait tenir. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je rêvais à cet avenir, le présent m'échappait. L'année dernière, pendant un déplacement en Belgique, un ami d'enfance de Marseille m'a envoyé un message. Il disait avoir vu quelque chose d'étrange, qu'il hésitait à me le dire mais qu'il pensait que je devais savoir. Je lui ai dit de parler. Il m'a envoyé une photo. Sur l'image, Claire marchait main dans la main avec un autre homme au marché central. Il était bien plus jeune que moi, la trentaine peut-être. J'ai fixé la photo pendant 10 minutes, incapable de comprendre. Je me suis dit que c'était peut-être un cousin, un ami, quelqu'un qu'elle aidait. Mais au fond, je savais que ce n'était pas ça. À mon retour, tout s'est éclairci. J'ai commencé à remarquer des détails. Une odeur de parfum inconnue dans la chambre, des outils dans le garage qui n'étaient pas à moi, un t-shirt d'homme dans le panier à linge qui ne m'appartenait pas. J'ai confronté Claire. Elle n'a pas nié. Elle m'a dit qu'elle était avec cet homme depuis 2 ans, qu'il était gentil, présent, que les enfants l'adoraient, qu'il était amusant et qu'il leur tenait compagnie quand j'étais absent. Je lui ai demandé si elle m'aimait encore. Elle a baissé les yeux et n'a rien répondu. À cet instant, j'ai su que tout était fini, mais le pire était à venir. J'ai voulu vérifier les comptes en banque. Je voulais savoir ce qu'il nous restait. Et là, j'ai eu le choc de ma vie. Le compte des enfants, celui où je versais de l'argent tous les mois depuis leur naissance, était presque vide. J'avais été clair. Cet argent était intouchable. C'était pour leurs études, leur avenir. Quand j'ai demandé à Claire ce qui s'était passé, elle m'a dit qu'elle avait dû en utiliser une partie pour des dépenses, et le reste pour améliorer leur vie. J'ai insisté. Quelles améliorations? Elle a parlé de petits voyages, de dîners, de cadeaux. Plus tard, j'ai découvert que tout ça, c'était avec son amant. Et pire, avec les enfants. J'étais sous le choc. Pendant plus de 15 ans, j'avais mis chaque centime dans ce compte. Chaque euro venait d'heures supplémentaires, de travaux épuisants, de journées glaciales dans des hangars, d'étés étouffants dans des ateliers pleins de fumée. J'avais sacrifié ma vie pour offrir le meilleur avenir possible à mes enfants. Pendant ce temps, Claire utilisait cet argent pour sortir avec un autre homme, emmener tout le monde en vacances, dans des restaurants chics, des parcs d'attractions. Les photos étaient sur ses réseaux sociaux, des sourires, des mains enlacées, comme une famille heureuse. Et moi, j'étais à l'étranger, seul,
à manger des plats froids, à compter les jours pour rentrer et serrer mes enfants dans mes bras. Ils ne m'ont jamais rien dit. Pas un mot. Je suis allé parler à Thomas et Léa. Je voulais entendre leur version. Thomas a été direct. Il m'a dit que je n'avais jamais été là, que je n'appelais que quand ça m'arrangeait, que je ne faisais pas partie de leur vie. Ça m'a brisé. Léa a essayé d'adoucir, mais elle a dit que l'amant de leur mère était toujours là, qu'il était drôle, qu'il les emmenait partout, qu'il faisait ce que je ne faisais pas. J'ai tenté de m'expliquer, j'ai dit que j'étais loin. Oui, mais que c'était pour eux, que chaque jour passé à l'étranger, c'était par amour, que je ne voulais pas qu'ils galèrent, qu'ils dépendent d'aide, ou qu'ils renoncent à leurs études. Mais rien de ce que je disais ne semblait les atteindre. Ils s'étaient fait une autre image de moi, un père absent, froid, distant. Et cet homme, qui n'avait jamais rien apporté à la maison, était le cool, le présent, celui qui méritait leur gratitude. Claire est intervenue dans la discussion et a eu le culot de dire qu'il voulait juste être heureux, qu'il ne faisait de mal à personne. Je suis resté silencieux. Si j'avais ouvert la bouche, j'aurais pu dire des choses que j'aurais regrettées. Je suis rentré dans mon appartement loué. Je me suis assis sur le canapé et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis longtemps. Pas seulement de tristesse, de colère, de frustration, d'impuissance. J'avais été trahi par tout le monde, par la femme avec qui j'avais partagé ma vie, par les enfants que j'avais élevés à distance mais avec tout l'amour possible, et par moi-même, pour avoir cru qu'en faisant tout bien, j'aurais droit à une fin heureuse. Le lendemain, je suis allé à la banque et j'ai fermé ce qu'il restait des comptes communs. J'ai pris rendez-vous avec mon avocat et j'ai lancé la procédure de divorce. Claire était furieuse. Elle m'a accusé d'être immature, de détruire la stabilité des enfants. Mais quelle stabilité? Celle où elle dépensait leur argent pour promener son amant? Non, ça devait s'arrêter. Si elle voulait continuer avec lui, libre à elle, mais pas avec mon argent, pas dans la maison que j'avais payée, pas avec les fruits de mon travail. Après ça, les messages ont commencé à arriver. Thomas m'a envoyé des audios, disant que je détruisais tout, que j'étais mesquin. Léa était plus calme, mais elle pensait que j'exagérais. J'ai tout lu, et je n'ai rien répondu. J'avais envie de crier et d'expliquer encore, mais ça ne servait à rien. Ils étaient du côté de leur mère. Ils avaient avalé sa version de l'histoire. Pour eux, j'étais le père qui envoyait de l'argent, mais qui n'était pas là. C'est là que j'ai compris qu'il ne me restait qu'une chose à faire. Arrêter. Arrêter d'essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter. Arrêter de nourrir une histoire qui me rendait malade. Arrêter de me culpabiliser. Si mes enfants pensaient que j'étais le méchant, eh bien, qu'ils le pensent. Mais avant, j'avais besoin d'une chose, la justice. Pas la vengeance, mais la justice. J'avais trop travaillé pour être traité comme un étranger, qu'il se débrouille seul. Maintenant, si cet homme était si formidable, qu'il paye leurs sorties, leurs études, leur confort. Moi, j'avais déjà fait ma part. Et si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, écoutez-moi une seconde. Je sais qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour quelqu'un qui leur a tourné le dos. Je sais qu'il y a ceux qui envoient de l'argent à leur famille, qui travaillent loin, qui vivent dans la solitude et la nostalgie, en pensant faire ce qu'il faut. Alors, dites-moi dans les commentaires, vous êtes-vous déjà senti comme ça? Avez-vous déjà eu l'impression qu'au final, seul l'argent comptait? Je lirai vos messages et je répondrai dès que possible, parce que ces histoires méritent d'être entendues. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ça m'aide à continuer à partager des récits comme celui-ci, des récits vrais qui font mal, mais qui doivent être racontés. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un espace pour partager ce qu'on a vécu et se soutenir. Alors, cliquez sur le bouton « S'abonner » et mettez un pouce en l'air. Après avoir fermé les comptes et lancé le divorce, Claire est devenue encore plus agressive. Elle m'envoyait des messages, disant que je ruinais la vie des enfants, que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à moi. Et le pire, c'est qu'elle a commencé à le raconter à tout le monde. Des amis communs ont changé d'attitude avec moi. Des membres de sa famille, avec qui je m'entendais bien, m'ont tourné le dos, comme si j'étais devenu un monstre du jour au lendemain. Mais personne ne connaissait la vérité. Personne ne savait que, pendant que je travaillais et économisais chaque centime pour leur avenir, elle dépensait l'argent des enfants avec un homme qui n'a jamais levé le petit doigt. Ce qui m'a achevé, c'est d'apprendre que cet homme, son amant, s'était installé chez moi, dans la maison que j'avais payée avec ma sueur, la maison où j'avais choisi chaque meuble avec soin en pensant à ma famille. Maintenant, c'était lui qui dormait dans mon lit, utilisait ma douche, s'asseyait sur mon canapé. Et le pire, il agissait comme si tout lui appartenait. Claire le laissait faire. Et mes enfants aussi. Ils trouvaient ça normal. Quand je l'ai appris, je n'ai pas tenu. J'ai appelé Claire et j'ai été direct. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à la fin de la semaine pour quitter la maison. Les enfants pouvaient rester s'ils voulaient, mais pas elle. Claire a ri. Elle a dit que la maison était aussi à elle,
que je n'avais pas le droit de la mettre dehors. Mais elle avait oublié un détail crucial. Le contrat était à mon nom. À l'époque, à cause d'un problème avec ses impôts, on avait mis la maison uniquement à mon nom, et ça me donnait maintenant le droit de décider. Quand je lui ai rappelé ça, son ton a changé. Elle s'est tue quelques secondes, puis elle s'est mise à pleurer. Elle disait qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle ne pouvait pas se retrouver à la rue, que son amant non plus n'avait pas de solution, que c'était cruel de ma part, mais j'avais dépassé le stade de la compassion. Où était sa pitié quand elle dépensait l'argent des enfants pour ses escapades avec lui? Où était son remords quand elle m'a traité comme un étranger dans ma propre maison? Je lui ai dit qu'elle pouvait aller où elle voulait, mais pas ici. J'ai raccroché. Peu après, Léa m'a écrit. Elle était furieuse. Elle disait que je détruisais tout, que je les mettais à la rue, elle et son frère. Mais elle ne connaissait pas toute l'histoire. Claire leur avait raconté que j'allais tous les expulser, que je me fichais d'eux, que je voulais les voir sans rien. J'ai répondu immédiatement. J'ai dit qu'ils pouvaient rester dans la maison, que c'était leur choix. J'ai appelé Léa et je lui ai tout expliqué calmement. Le contrat, les comptes vidés, les voyages, tout ce que leur mère avait fait. Elle était sous le choc. Elle m'a dit que Claire n'avait jamais parlé de tout ça. Au milieu de la conversation, Léa a mis Thomas sur l'appel. Il a commencé par crier, disant que j'étais froid, que je n'avais jamais rien fait pour personne. Mais Léa lui a demandé d'écouter, et pour la première fois, il s'est tu, il a écouté. Quand j'ai fini, le silence était lourd, aucun des deux ne s'attendait à ça. Claire leur avait raconté une histoire où j'étais le méchant, et elle, la mère courage qui gérait tout seul. Mais maintenant, la vérité éclatait. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de réfléchir, qu'ils étaient perdus. J'ai répondu que c'était normal, que je voulais juste qu'ils sachent ce qui s'était passé. Je n'ai pas demandé pardon. Je n'ai pas essayé de les convaincre. Je voulais seulement qu'ils aient la chance de voir les choses telles qu'elles étaient. J'ai raccroché, le cœur serré mais soulagé. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. La semaine a passé. Claire a fait ses valises et elle est partie. Avec son amant, ils ont dit qu'ils allaient repartir de zéro. Je leur ai souhaité bonne chance dans ma tête. Thomas et Léa ont décidé de rester. Léa est partie vivre un temps chez ma sœur, vu qu'elle est encore mineure. Thomas est resté dans la maison, étant majeur. Moi j'ai continué dans mon appartement loué mais avec l'esprit plus léger. La douleur était toujours là mais différente. C'était la douleur de quelqu'un qui a perdu quelque chose, mais qui s'est aussi libéré d'un mensonge. Quelques jours après le départ de Claire, Léa m'a appelé pour me demander si on pouvait se voir. J'ai dit oui. Tout de suite, on s'est donné rendez-vous dans un café près de son lycée. Quand je suis arrivé, elle était là, assise seule, avec un regard mêlant tristesse et incertitude. Elle semblait épuisée, pas seulement physiquement. C'était l'épuisement de quelqu'un qui découvre que la vérité n'est pas celle qu'il imaginait. On s'est pris dans les bras. Et c'était étrange parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai câlin. C'était court, mais sincère. Elle a commencé à parler. Elle disait qu'elle était en colère, perdue, qu'elle ne savait plus quoi penser, que sa mère lui avait toujours dit que j'étais un père absent, que je me contentais d'envoyer de l'argent et de les oublier, qu'elle avait grandi avec cette idée. Mais après notre appel, après ce que je lui avais montré, elle voyait les choses autrement. Puis sont venues les questions. Pourquoi je n'avais jamais raconté ce que je faisais? Pourquoi je ne venais pas plus souvent? Pourquoi j'avais tout laissé à sa mère? J'ai pris une grande inspiration, et j'ai répondu une par une. Je pensais faire au mieux. Partir n'était pas facile. Chaque jour loin d'eux me brisait. Mais je le faisais pour leur offrir ce que je n'avais pas eu. Elle est restée silencieuse, triturant sa tasse sans me regarder. Puis elle a demandé « Tu vas encore aider pour la fac ?» J'ai eu un pincement au cœur. Parce que la vérité c'est que l'argent était presque entièrement parti, et ce qu'il restait servait à financer le divorce. Parce que Claire essayait de tout prendre, je ne voulais pas mentir. Je lui ai dit que j'allais essayer de recommencer à économiser, même si ça prendrait du temps. Elle a hoché la tête lentement, et m'a dit que ce n'était pas une question d'argent. Elle voulait juste savoir si je tenais encore à elle. Quand elle a dit ça, j'ai senti mon cœur se serrer. Et j'ai répondu, « Léa, je n'ai jamais cessé de tenir à toi, pas un seul jour. » Le lendemain, Thomas m'a envoyé un message. Court, on peut parler? On s'est retrouvés pour marcher. Il était plus fermé, plus dur, mais après un moment, il s'est ouvert. Il m'a dit qu'il s'était senti trahi, qu'il pensait que je les avais abandonnés, qu'il avait essayé de comprendre, mais que c'était plus facile d'accepter ce que sa mère disait que de chercher à démêler ce qui n'avait pas de sens. Je comprenais. Parfois, on croit ce qui fait le moins mal. Je lui ai raconté tout ce que j'avais dit à Léa, les dépôts, les heures de travail, les appels volés pendant la pause déjeuner juste pour entendre leur voix. Je lui ai montré des vieux messages que j'avais envoyés, restés sans réponse. Il a lu, il s'est tu. Il m'a dit qu'il ne savait pas que c'était comme ça, que sa mère n'avait jamais rien dit de tout ça, et qu'il se sentait mal d'avoir choisi un camp sans connaître la vérité. Je ne me suis pas excusé,
et lui non plus, mais on s'est compris. C'était le début de quelque chose de nouveau, une chance de reconstruire. Je suis rentré chez moi ce jour-là avec un poids en moins. Il restait encore beaucoup à régler, mais au moins, mes enfants connaissaient la vérité. Et ça changeait tout. Ils étaient blessés, confus, mais prêts à m'écouter. Et moi, j'étais prêt à faire partie de leur vie. Pas comme le père qui envoie de l'argent, mais comme celui qui est là. J'ai commencé à faire des projets, j'ai réorganisé mes finances, coupé tout ce qui n'était pas essentiel. J'ai vendu ma voiture, des objets inutiles. Et j'ai ouvert de nouveaux comptes pour eux. Petits, mais à mon seul nom. Je leur ai dit que j'allais recommencer, même doucement, que je voulais assurer leur avenir correctement, sans mensonge, sans personne pour interférer. Ils ont accepté. Ils m'ont dit que le simple fait que j'essaie faisait déjà une différence. Petit à petit, la routine a changé. J'ai commencé à passer plus de temps avec eux. On déjeunait ensemble le week-end. Je déposais Léa au lycée quand je pouvais. Thomas passait parfois à l'appartement juste pour discuter. Ce n'était pas parfait, mais c'était vrai. C'était à nous. Et pour moi, ça valait tout l'or du monde. À ce stade, Claire avait complètement disparu. Après avoir quitté la maison, elle n'a plus donné de nouvelles aux enfants. Pas un message pour savoir comment ils allaient, pas une excuse, pas un signe de regret. Je pensais qu'elle essaierait au moins de réparer les choses, mais non. C'était comme si elle avait tourné la page sans un regard en arrière. Ça a fait mal aux enfants. Léa a eu du mal à dormir. Thomas s'est renfermé. Je voyais tout ça, mais je ne forçais rien. Je savais qu'ils avaient besoin de temps. Être là pour eux, c'était déjà beaucoup. Un jour, Léa m'a appelé. Elle voulait comprendre pourquoi Claire avait fait ça, pourquoi quelqu'un dépense l'argent de ses propres enfants pour vivre un mensonge. Je n'avais pas de réponse, je ne comprends toujours pas. Je lui ai dit que parfois les gens se convainquent qu'ils ont raison, même quand ils ont tort, que peut-être Claire s'était sentie seule, dépassée, et qu'au lieu de demander de l'aide, elle s'était cachée derrière quelqu'un d'autre. Mais rien ne justifiait ses actes. Elle aurait pu être honnête, parler. Elle a choisi de mentir, de cacher, de dépenser ce qui ne lui appartenait pas. Léa m'a alors raconté quelque chose qui m'a déchiré. Il y a quelque temps, quand elle pensait que tout allait bien, elle voulait s'acheter un nouvel ordinateur pour étudier. Elle avait tout cherché, trouvé un modèle en promotion. Elle en avait parlé à sa mère, demandé si elle pouvait utiliser un peu de l'argent du compte que j'envoyais. Claire lui avait répondu que ce n'était pas possible, que cet argent était pour les urgences. Léa l'avait cru. Et maintenant, elle découvrait que cet argent était déjà dépensé pour des voyages, des sorties, des dîners. Elle s'était sentie trahie, et elle avait raison. Thomas aussi est venu me parler, quelques jours plus tard. Il s'est excusé. Il m'a dit qu'il comprenait tout maintenant, qu'il regrettait de m'avoir maltraité. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais juste qu'il sache qu'il pouvait encore compter sur moi. Je lui ai dit ça, que père, ce n'est pas juste pour les bons moments. C'est aussi pour quand tout va mal. Et que même blessé, j'étais toujours son père, et que je le serai toujours. Petit à petit, on a retrouvé une forme de normalité. Une nouvelle normalité. Une maison sans Claire. Un climat plus léger, plus honnête. Les enfants savaient tout maintenant. Ils savaient que j'avais fait ce que je pensais juste. Et ils savaient aussi qu'ils s'étaient trompés en ne posant pas de questions, en ne doutant pas. Mais je ne leur ai jamais reproché ça. Ce n'était pas le moment de pointer du doigt. C'était le moment d'avancer. La dernière nouvelle que j'ai eue de Claire venait d'une connaissance. On m'a dit qu'elle et son amant vivaient dans un petit studio en périphérie de Nice, essayant de repartir de zéro, sans argent, sans stabilité, et sans personne pour financer leurs erreurs. Je ne lui souhaite pas de mal, mais je n'ai pas de pitié non plus. Chacun récolte ce qu'il sème, et elle a semé le mensonge, le manque de respect, l'ingratitude. Moi, j'ai récolté ce qu'il restait, la vérité. Et même si ça a fait mal, au moins, je suis libéré des doutes, de la méfiance et du rôle de l'idiot. Je dors mieux, j'ai repris la marche tous les jours. Je prends soin de moi, j'ai recommencé à bricoler à la maison. Je cuisine avec Léa le dimanche. Thomas m'aide avec l'ordinateur. La vie a un autre rythme maintenant, sans illusion, mais avec de la vérité. Et au final, c'est tout ce qui compte. Après tout ce qui s'est passé, une chose est devenue évidente. Je devais réapprendre à vivre. Sans colère, sans culpabilité, sans attendre que les gens reviennent s'excuser. Ce n'était pas simple. Certains jours, la nostalgie de ce qu'on avait comme famille me frappait. Pas Claire, mais l'image que j'avais d'elle. Cette vie que je croyais vraie, c'était comme se réveiller d'un rêve qui avait duré trop longtemps, un rêve auquel j'étais le seul à croire. Mais malgré tout, j'avançais. J'ai commencé à écrire dans un carnet tout ce que je ressentais, les bons et les mauvais souvenirs, les doutes, les erreurs, les réussites. Ça m'a aidé à me comprendre. J'ai réalisé que pendant longtemps, je n'avais voulu qu'être un bon pourvoyeur, payer les factures, assurer l'école, la nourriture, les vêtements, mais j'avais manqué de présence. Et même si je faisais tout ça par amour, je comprends maintenant que l'amour, parfois,
doit se montrer de près, que l'affection ne passe pas toujours par des messages. Thomas l'a compris aussi. Il a commencé à me parler davantage, pas seulement comme un fils, mais comme un jeune homme qui se sentait perdu. Il m'a confié qu'il avait souvent voulu savoir ce que c'était d'être comme moi, travailler, assumer des responsabilités, prendre soin d'une famille. Et maintenant, après tout ce qui s'était passé, il avait peur de faire des erreurs lui aussi. Je lui ai dit que la peur était normale, mais que le plus important, c'était de ne pas laisser les autres profiter de notre bonne volonté. Léa a recommencé à mieux dormir, à sourire. Un soir, après le dîner, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Papa, maintenant, je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Je ne voyais pas tout. J'ai retenu mes larmes. J'ai juste répondu « Merci de m'avoir écouté ». Et ça suffisait. On n'a pas besoin de grandes déclarations quand ce qui compte est sincère. J'ai repris un travail plus près de chez moi. J'ai trouvé un poste de responsable technique dans un garage au centre de Toulon. Le salaire n'était pas celui d'avant, mais on vivait bien. Et surtout, j'étais près de mes enfants. Je me réveillais avec eux à la maison. Je dînais avec eux. On regardait des films sur le canapé, des choses simples, mais que j'avais laissées de côté trop longtemps. Maintenant, elles avaient une autre valeur. Parfois, on me demande encore des nouvelles de Claire. Je dis juste qu'elle a choisi une autre voie et que j'espère qu'elle trouvera la paix. Je ne parle pas mal d'elle. Je ne lui souhaite pas de mal, mais je ne protège plus celle qui a détruit tant de choses. Les enfants ne parlent pas d'elle non plus, comme s'ils préféraient ranger cette partie de leur vie dans un coin de leur mémoire qu'ils ne veulent plus ouvrir. Je respecte ça. Chacun gère sa douleur à sa manière. Je n'aurais jamais cru vivre ça. Je n'imaginais pas qu'après tant d'efforts je serais trahi ainsi. Mais aujourd'hui, je vois que sans ça, je n'aurais peut-être jamais ouvert les yeux. Je n'aurais jamais repris une vraie vie avec mes enfants. Je n'aurais jamais entendu de leur bouche qu'ils m'aiment encore, qu'ils me font confiance. Et pour moi, c'est tout. La maison est plus calme, maintenant. Mais c'est un calme apaisant. Un calme sans mensonge, sans méfiance. Un calme qui guérit, qui permet de repartir. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Et maintenant que la tempête est passée, que tout est clair, il ne me reste qu'à dire merci. Merci de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir affronté la douleur, de ne pas m'être caché. Et surtout, d'avoir encore mes enfants à mes côtés. Aujourd'hui, presque un an plus tard, je suis un autre homme. Pas parce que je suis plus fort ou que j'ai gagné une bataille, mais parce que j'ai appris à me regarder en face, à voir ce qui était sous mes yeux et que je refusais d'admettre. Pendant des années, j'ai voulu être l'homme parfait, celui qui paye tout, qui résout tout, qui porte le monde sur ses épaules. Et j'ai oublié que parfois, ce dont mes enfants avaient besoin, ce n'était pas de tout ça, c'était de moi, même juste pour quelques minutes par jour, même fatigué, même sans mots. Claire est partie, et avec elle sont partis les mensonges, les secrets, la vie de façade. Les blessures sont restées, bien sûr, mais il y a aussi quelque chose de bien plus précieux. La chance de reconstruire avec sincérité. Thomas et Léa avancent. Il y a encore des jours difficiles, des souvenirs qui font mal, mais il y a de la vérité. Et ça, personne ne nous l'enlèvera plus. Thomas travaille à mi-temps, il aide avec les dépenses de la maison, il se prépare pour l'université l'an prochain. Je ne sais pas s'il choisira l'ingénierie, comme il en rêvait petit, ou autre chose. Mais ce qui compte, c'est qu'il sait qu'il peut compter sur moi. Léa a repris le violon qu'elle avait abandonné il y a des années. L'autre jour, elle a joué un morceau pour moi en fin de journée et m'a dit que c'était sa façon de montrer qu'elle était en paix. Je suis resté là à écouter sans rien dire, juste à ressentir ce que j'avais manqué avant. Aujourd'hui, je dors sans peur. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est vrai. Parce que même après la trahison, la déception, la douleur, j'ai toujours ce qui compte le plus, la confiance de mes enfants et ma propre paix. Et maintenant, une question pour vous. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? L'argent qu'on met de côté ou le temps qu'on donne? Partagez votre réponse. Parce que parfois, une simple phrase peut tout changer. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.